grand dialogue. Sigika Foba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Alliance des États du Sahel, AES, quel bilan en un an sur le thème du grand dialogue de ce soir, la création de la Confédération des États du Sahel en juillet dernier, l'annonce de la mise en circulation prochaine d'un passeport biométrique, de la mise à disposition d'un fonds de stabilité ou encore la création d'une banque d'investissement. Voilà quelques grandes annonces de l'Alliance des États du Sahel composée du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Un an après la création de cette organisation, nous faisons le bilan. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment l'avenir de l'AES se dessine? Nos invités pour en parler, Fatoumata Traoré, experte en gouvernance politique, Boubacar Bokoum, analyste politique, et Dr Ahmadou Touré, chercheur en sciences politiques, paix et sécurité au Mali. À la présentation, je suis Mrana Kilomaïga, invité auditeurs, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Au lendemain du premier anniversaire de l'Alliance des États du Sahel, Bamako subit une attaque terroriste visant les écoles de gendarmerie nationale. Fatoumata Traoré, quelle lecture faites-vous de cette attaque de ce matin? Bonjour, merci beaucoup Imrana et salut à tous nos téléspectateurs et nos auditeurs. Alors, cette attaque, de mon point de vue, c'est une situation qui est arrivée à un moment où on s'y attendait le moins, en pleine capitale, et ça vise également le code de la gendarmerie. Mais je pense que cette situation mérite d'être éclaircie parce que aussi on est à un tournant décisif où il y a beaucoup de procès en cours qui visent des personnes haut gradées. Dans presque tous les secteurs. Et souvent, ces crimes économiques sont souvent sanctionnés de peines quand même très, très lourdes pour ces personnes-là. À ce moment précisément également, hier, on a fêté l'année 1 de l'AES, donc l'Alliance des États du Sahel. Et comme vous le savez, je pense que ça peut viser aussi à faire un acte de sabotage parce que ce que nous voyons actuellement, c'est que l'AES a été un facteur déterminant dans la lutte commune des États du Sahel contre le terrorisme. Ces 3 États qui ont mis en place un système de défense collective a permis quand même de repousser l'ennemi à chaque fois que l'ennemi se présente et à chaque fois de mener une offensive contre les terroristes. Et après une année, et au moment où on voudrait vraiment fêter cette année 1 et qu'on voit une attaque terroriste en plein cœur de la capitale, cela présage souvent une façon de faire comprendre que les terroristes, nous sommes là et nous ne lâcherons jamais. Et je pense que c'est le moment aussi pour ces États du Sahel de serrer la ceinture, de savoir que la crise sécuritaire qui est au cœur de leur intervention reste toujours d'actualité et que les populations ont besoin d'être sécurisées. Alors comment, selon vous, les terroristes ont pu s'infiltrer à Bamako et avoir tout le temps de se préparer pour cette attaque? Je n'ai pas tous les contenus liés à l'organisation de cette attaque terroriste. Les images qui ont passé, c'est voir deux jeunes adolescents entre les mains des forces de sécurité. Et quand on voit ces jeunes-là, on se demande... Plus tard, dans le journal de 13h, il y a également plusieurs suspects qui ont été arrêtés, qui ont été montrés également à la télévision nationale. Ce qui est sûr, les personnes qu'on prend tout de suite ne sont pas forcément les personnes qui ont commandité l'événement. Ça, c'est une évidence. Mais je me dis quand même que préparer cela, c'est une façon aussi de monter l'offensive en disant que même en pleine capitale, nous sommes encore capables de frapper. Et c'est un message fort à l'armée. Je pense que c'est ce qu'il faut comprendre par cette attaque terroriste. D'accord. Boubacar Bokoum, pour Fatoumata Traoré, cette attaque mérite d'être éclaircie. Pour elle également, c'est encore un acte de sabotage. Alors vous, quelle lecture faites-vous? Est-ce que vous partagez d'abord cette analyse de Fatoumata? En grande partie, je partage son analyse, mais aussi il faut retenir qu'aujourd'hui, on est le 17 septembre. Ça fait 64 ans pour la gendarmerie nationale du Mali. Donc ce n'est pas une date choisie au hasard.
Donc ciblée. une date d'anniversaire de la gendarmerie. De notre gendarmerie nationale. Donc, ça voudrait dire quoi? Elle a souligné, d'abord, il y a l'an 1, et ensuite, il y a le fait que c'est l'école de gendarmerie qui est visée, qui aujourd'hui fête un anniversaire le 17 septembre. Donc, ça veut dire que ça a nécessité une véritable planification. Et les enfants qu'on a vus, ce n'est pas eux les planificateurs. Donc, qui planifie ce genre d'opération? Ce n'est même pas les terroristes. Ce n'est pas possible. Ce calcul historique de notre existence en termes de socle sécuritaire montre à suffisance que cette réflexion stratégique, elle est menée sous d'autres cieux, avec d'autres intelligences. Et la logistique mise en place montre à suffisance qu'il y avait une volonté réelle de nuire. Alors, au niveau de la logistique, quand vous observez sur les premières informations qu'on a pu récolter, vous comprendrez que 80% de cette équipe, elle est juvénile. Donc, ça veut dire forcément que le mode de recrutement s'appuie juste sur la faiblesse économique de nos populations. Parce que quand vous observez, vous voyez que le recrutement se fait sur notre propre espace, ce qui fait que c'est difficile d'appréhender très rapidement ou d'anticiper sur ce genre d'événement. Elle a dit tantôt, on s'attendait le moins à être attaqué en plein Bamako. Cela n'est pas possible si tu n'es pas à Bamako. Donc, mais est-ce que l'attaque de Bamako est une surprise? Rien ne peut être surprise quand on est dans un état de guerre. Mais je dis surprise dans le sens où on n'a pas pu parer. Parce que si on avait toute l'information, ça veut dire qu'on aurait empêché cette attaque d'avoir lieu. Donc si on n'a pas pu l'empêcher, ça veut dire que quelque part, on a été pris de court. C'est ça la réalité. Maintenant, pourquoi? J'essaie d'expliquer pourquoi maintenant on a été pris de court. Parce que ces gens, quand vous regardez les investigations qui se poursuivent, on est en train de traquer les gens à l'intérieur de cette zone de ATT-Bougou, je ne sais pas comment on appelle la zone de logements sociaux. Je ne sais pas si c'est 1008 ou je ne sais pas trop. En tout cas, ce qui est certain, les gens, ils sont là. Ils étaient là depuis très longtemps, en train d'observer, en train de planifier leurs coups. Ils sont parmi nous et on n'a pas été assez vigilants, assez attentifs pour pouvoir alerter et donner des informations à nos autorités. Ça veut dire que, quelque part, ce n'est pas un étranger, c'est nous-mêmes. Donc, le recrutement se fait en notre sein, au sein de notre jeunesse et avec des leviers qui viennent d'ailleurs. C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, il faut trouver un moyen d'assécher l'eau sous les poissons. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'asséchez pas l'eau, parce que si vous l'achissez, forcément les poissons vont mourir. Si aujourd'hui on coupe la source de financement et qu'on essaie de trouver des mécanismes plus intelligents pour occuper cette jeunesse, je pense qu'on réduirait à plus de 50% cette capacité de pouvoir nuire à nos autorités en recrutant localement et en mettant les populations en bonne intelligence avec les autorités. Ça permettrait aussi d'avoir cette facilité de communication parce qu'il faut que l'information puisse remonter. Si la population est en bonne synergie avec les forces armées, ça permettrait de remonter beaucoup d'informations et ça nous éviterait de connaître de tels déboires. Ahmadou Touré, pour Boubacar Bokoum, on a été appris de cours. Est-ce à dire que le renseignement militaire a failli quelque part? Bon, pour moi, cette attaque n'était pas une surprise parce que, vu les récentes déclarations et les propagandes des groupes djihadistes et de la guerre asymétrique, et si vous avez vu aussi la multiplication des mesures et des barrières sécuritaires imposées à Bamako au niveau des niveaux stratégiques, qui connaît l'école de la gendarmerie, il y a vraiment des aménagements sécuritaires à cet effet. Mais à ce point, il est important de rappeler que Bamako est à sa troisième attaque terroriste, plus la tentative d'assassinat du président Hassimi à la Grande Mosquée. La première attaque était en 2015, l'hôtel Radisson Blu, où il y avait des morts. Et la deuxième attaque qui avait échoué, c'était le 22 juillet 22 à Kati, qui avait échoué en son temps. Maintenant, la troisième, c'était l'école de gendarmerie. Donc à ce niveau, il y a deux informations particulières. La première était que l'attaque faisait allusion à des endroits sensibles, notamment l'aéroport et l'école de gendarmerie. Donc même dans le communiqué du ministre de la Protection civile, il a parlé des attaques des endroits sensibles. Mais à ce moment, maintenant, tout de suite, la déclaration du chef d'état-major général de l'armée affirme que l'attaque au niveau de l'école a été circonscrite parce qu'il y a eu des infiltrations et nous présentons, et aussi s'il y a des victimes, nous présentons nos condoléances pour un établissement aux blessés. Donc ce qu'il faudrait retenir, ce n'est plus la guerre classique
où il y a eu des affrontements directs, mais c'est la guerre asymétrique. Donc dans la guerre asymétrique, tout est possible à tout moment. Donc il y avait un moment, ou bien 2 ou 3 mois, la capitale était un peu harcelée. Des attaques à 50 km, à 45 km. Donc cela veut dire que l'attaque qui s'est passée à Bamako, c'est pour dire que les groupes djihadistes ont changé leur mode opérandi. C'est-à-dire s'attaquer pas aux cibles civiles, mais aux cibles notamment militaires. Donc maintenant, dans le cadre stratégique ou politique ou comme l'a souligné le doyen, il y a une grande communication derrière cette attaque. Notamment, il y a la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'AES qui sont à Bamako actuellement. Le deuxième point, c'était l'anniversaire, le 17 septembre pour la gendarmerie. Et le troisième point, c'est pour dire que nous sommes là en tant que groupe radicaux, parce que ça a été revendiqué par Al-Qaïda sur leur réseau de propagande, confirmé par les spécialistes, entre guillemets, Nassir, qui est le chef en propagande, si je peux le dire, de ce groupe, parce que lui, il avait parlé de l'attaque, l'incendie des avions, etc. Mais le communiqué officiel fait cas de la gendarmerie et qu'il n'y a pas de bilan, qui sont sur le point de faire le bilan. Donc le chef d'état-major confirme que l'attaque a été circonscrite, mais ils sont sur le point de bilan. Maintenant, est-ce que nous sommes surpris? Je dirais non, parce que ce n'est pas facile. Parce que dans le mode opérandi des groupes djihadistes... Mais avec la riposte de l'armée, peut-on dire que l'armée a tiré les leçons des attaques précédentes dont vous parlez, notamment la dernière attaque de juillet 2022 oui, l'attaque a échoué. L'attaque de l'aéroport de Séwaré a échoué. Donc pour dire aussi que l'attaque de la gendarmerie a échoué parce que ça a été circonscrit rapidement, parce qu'il y a eu des infiltrations. Donc les infiltrés ont été neutralisés et les ratissages continuent. Donc dans le mode opérandi des groupes, ce qu'il faudrait comprendre, dans la guerre asymétrique, on vient attaquer le moment le plus propice qu'ils ont décidé. C'est-à-dire le moment où tu t'attends pas moins. Donc le mode d'observation, le mode de recrutement montre que la guerre asymétrique a quitté le nord, passant par le centre, maintenant c'est à Bamako. Donc c'est pour dire que ce qui s'est passé aujourd'hui, d'après mes analyses, ce n'est pas la dernière. Parce qu'eux, ils sont dans une logique où il faudrait faire monter la pression, notamment sur les autorités, en passant par la population. Donc si vous avez constaté, il y a une forte pression sur les autorités et la population pour dire que malgré l'AES, malgré les patrouilles mixtes, malgré la force conjointe, les groupes djihadistes auraient toujours des moyens d'action. Donc c'est ce qui s'est passé ce matin. Fatoumata, qu'est-ce qui doit donc être changé en termes de renseignement militaire? Bon, il est très difficile de prévoir ce genre d'événement parce que ce qui est sûr, même la première puissance, peut-être que c'est sur le point de devenir peut-être la deuxième ou troisième, mais quand même c'était la première puissance, a été victime d'une attaque terroriste. C'était le 11 septembre. Et d'ailleurs, chaque année, je ne sais pas si on fête ou si... ou je sais pas, on commémore, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, les attaques terroristes sont imprévisibles. Et quand on regarde bien comment les choses se passent, c'est-à-dire recruter localement, choisir les fils ou les filles de la nation pour mener des attaques terroristes, il est très difficile de circonscrire. Mais je pense que ce qui est important dans ça, c'est de tirer les leçons du passé. C'est de tirer les leçons de ce qui est en train de se passer actuellement en se disant il est possible à tout moment de commettre une attaque, de perpétrer une attaque et puis d'essayer de déstabiliser. Parce que c'est un mécanisme de déstabilisation qui est en cours. Juste pour montrer que malgré les grandes déclarations, parce que la réussite la plus palpable de la création de l'AES, c'est vraiment la lutte collective contre le terrorisme. Et cela est une donne qui, en réalité, est très bien accueillie par la population. Et si par hasard, il arrive que au moment où on essaye de fêter cette alliance et qu'il y ait une attaque, en fait, c'est pour décrédibiliser les forces de défense et de sécurité, mais en même temps, ça montre qu'il y a une faille dans le système de renseignement. Parce qu'en termes de renseignement, comme l'a dit le docteur Bokoum, il est important d'agir en synergie avec la population. Je me dis que si réellement la population était vraiment en synergie, était en bonne collaboration
avec les forces de défense et de sécurité, peut-être que cette attaque-là aurait pu être appréhendée avant même que ça ne se réalise ce matin. Ces terroristes ont certainement dû prendre un chemin, notamment la voie terrestre, pour venir jusqu'à Bamako. Est-ce qu'au niveau des postes de sécurité, est-ce qu'il y a un contrôle rigoureux à ce niveau-là? En réalité, je ne suis pas spécialiste des questions de sécurité, mais j'ai toujours déploré le fait que, par exemple, pour nos postes de contrôle, à chaque fois que tu t'arrêtes, qu'on te fait arrêter, on essaye de voir la boîte aux gants. On sait exactement avec précision les endroits qui seront visités. Cela n'est pas normal dans un pays qui est en pleine guerre, parce qu'on peut facilement savoir que c'est ici qu'on va aller regarder et mettre ailleurs. Et la façon dont les postes de contrôle, la façon dont on fouille les véhicules, où on interroge peut-être les conducteurs ou en tout cas les passagers du véhicule, je pense que cela devrait changer au Mali. Parce que si on ne change pas ce mode-là, moi j'ai toujours dit nous sommes en insécurité, même en partant à l'aéroport. On t'arrête, on regarde, on te dit ouvre, souvent on te dit à toi-même d'ouvrir la boîte à gants, on regarde et puis on te laisse partir. Ou bien, à la limite, on va regarder dans le coffre. Je ne sais pas quel apprentissage de la lutte antiterroriste ces forces-là, disons, ces forces de sécurité ont appris, mais je pense qu'il y a nécessité de revoir cette façon de faire parce que moi qui suis population lambda, je suis capable de savoir que si jamais j'ai besoin de passer avec une arme, voici l'endroit que je dois choisir plutôt qu'un autre endroit. D'accord. Le président de la Confédération des États du Sahel, le colonel Assimi Goïta, se félicitait de succès enregistrés dans le domaine de la défense et de la sécurité. Suivons sa réaction. Nous prenons une AES qui n'est pas seulement une alliance d'États, mais avant tout une alliance des peuples. Nos efforts visent prioritairement à protéger nos populations et à améliorer leur bien-être à travers des actions concrètes. Le chemin parcouru est encourageant. Les succès enregistrés dans le domaine de la défense et de la sécurité sont indéniables et ont permis d'élargir notre coopération à d'autres secteurs clés. Nous travaillons désormais à renforcer notre intégration économique et sociale en favorisant la libre circulation des biens, des services et des personnes. Nos économies sont complémentaires, mais elles font face à des défis. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de mutualiser nos efforts dans des domaines stratégiques tels que les investissements, la fiscalité et l'exploitation des ressources naturelles. La création d'une banque d'investissement et d'un fonds de stabilisation est en cours et nous nous attellerons à mettre en place les infrastructures pour renforcer la connectivité de nos territoires à travers les moyens de transport, les réseaux de communication et les technologies de l'information. Dans les jours qui suivent, il sera mis en circulation un nouveau passeport biométrique de l'AES dans le but d'harmoniser les documents de voyage dans notre espace commun et de faciliter la mobilité de nos citoyens à travers le monde. Nous prenons une AES qui n'est pas seulement une alliance d'États, mais avant tout une alliance de peuples. Un an après, est-ce que le peuple de ces trois pays se sont appropriés de l'alliance, Boubacar? D'abord, avant que je ne réponde à votre question, il faut que je rebondisse sur le fait d'abord que la nature de cette crise, il faut qu'on la comprenne bien, parce que pour combattre un phénomène, il faut comprendre la nature fondamentale de cette crise. La crise, telle que définie par nos partenaires, qu'on parlait de crise multidimensionnelle, qui est une escroquerie linguistique, répond effectivement fondamentalement à ce qu'on appelle une crise globale, sociale et sécuritaire. Globale parce que, le docteur l'a dit tantôt, parce qu'on avait pensé au très début qu'il s'agissait de Kidal, d'un problème tamashek, touareg, ce qui n'était qu'un paravent en réalité. Une insécurité très intelligente, très rampante, commandée ailleurs, qui a progressivement atteint le centre. Et pendant qu'il était au centre, à Bamako, ici, on avait pensé que oui, ça ne concernait que le centre du Mali, les Peuls, les Dogons notamment. Et finalement, tout le Mali est couvert et plus tard, le Burkina Faso, le Niger et d'autres pays vont suivre. Donc il faut qu'on comprenne que c'est une crise qui est globale. Donc penser qu'aujourd'hui, elle est circonscrite par rapport au Mali, serait erroné. Sociale parce que simplement, l'intelligence néocoloniale qui a contribué à fractionner, à segmenter et à balkaniser notre continent a joué sur cette
forme d'abattardissement, vous m'excusez l'expression, de notre culture et de nos façons de faire. Et tous nos référentiels ont disparu exactement. Parce que le chef, on l'a d'abord décapité pour nous faire comprendre que ce n'est pas le chef. Nos croyances ont été mises à mal, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, nous sommes en perte de repère social. Et l'autre élément qui est sécuritaire, ça veut dire qu'aujourd'hui, on nous envoie des terroristes sur l'ensemble de l'espace. C'est ça la réalité. Donc tout cela est commandité de l'extérieur. Donc ce n'est pas un truc de génération spontanée qui subitement jaillit parce qu'on n'est pas suffisamment intelligent sur l'espace ou dire que nous sommes en conflit inter- ou intracommunautaire. Cela est totalement faux et absurde. Oui, on se l'approprie parce qu'en réalité, le vrai problème que la diplomatie africaine a, c'est le problème de l'intangibilité des frontières. Alors, on nous fait croire que nous sommes des Africains très peu intelligents, qui ne sont pas capables de se mettre d'accord dans une dynamique de cohésion sociale si on ne respecte pas les frontières qui nous ont été léguées par la colonisation. Alors que quand vous regardez de part et d'autre des frontières, vous partez à Gao, mais vous avez une partie de la famille à Niamey, à Agadez, à Zender. C'est la même famille. C'est des Maïgas, c'est des Tourés, c'est des Armas, c'est des Hausa, et ainsi de suite. Alors, vous venez du côté du Burkina, du côté de Banyangara, vous trouvez que c'est le même peuple. Donc, en réalité, en termes de réalité historique et géographique, culturelle, c'est le même peuple. Donc, avant même que les gens ne puissent parler de l'AES, les populations sont en bonne intelligence et vivent en très bonne intelligence. Alors, maintenant que le politique vienne s'approprier, je parle plutôt de l'appropriation des hommes politiques. Aujourd'hui, c'est la politique qui s'approprie de cette dynamique sociale. Maintenant, est-ce que la population se retrouve dans la vision de nos chefs d'État? Là, on a besoin de plus de lisibilité et ce sont ces indicateurs que je pense que dans le discours du président, il essaie de faire ressortir pour sortir la dynamique d'abord sécuritaire, pour dire on a compris que l'ensemble de nos populations de cet espace sont soumis à des attaques permanentes et fréquentes, nous apportons des solutions. Et l'autre chose, c'est la dynamique économique qui est fondamentale, parce que le levier de déstabilisation de nos États, fondamentalement, passe par la déstabilisation économique. Donc aujourd'hui, avoir une banque d'investissement, avoir une banque de stabilisation, permet effectivement de doter l'espace d'outils économiques très puissants qui vont permettre effectivement de capitaliser en termes d'adossement de la monnaie sur les ressources et d'arrimage au système des BRICS et d'avoir un partenariat plus dynamique avec notamment des pays comme l'Iran, la Chine et la Russie à travers le mécanisme de BRICS. Donc forcément, on aura une potentialité économique qui va absorber à plus de 80% le problème du terrorisme. Parce que quand vous regardez le problème du terrorisme, vous allez comprendre que fondamentalement, il s'agit d'une guerre économique qui nous est livrée dans notre espace parce que nous regorgeons des ressources. Donc si nous capitalisons ces ressources, nous organisons notre économie, nous allons pouvoir intégrer un nouvel ordre qui va permettre d'équilibrer non seulement le problème sécuritaire et d'être dans une dynamique de la répartition de la richesse mondiale qui va nous permettre aussi d'être considérés dans cette dynamique de l'économie mondiale. Parce que pour l'instant, nous sommes au dernier rang. Quand j'ai regardé les derniers classements en termes d'indice de développement humain, je pense qu'on n'est pas loin des 10 derniers. Et un pays comme le Niger était peut-être, je pense, parmi les 3 derniers. Alors que, paradoxalement, nous avons toutes les ressources minières qui permettent d'être quand même un État qui prospère. Donc, fondamentalement, vous avez une dynamique dans laquelle quand vous regardez fondamentalement, cette guerre économique, elle est pilotée par le cartel bancaire financier mondial. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le terrorisme, il est financé par les partenaires de l'OTAN. Donc, vous avez une posture aujourd'hui qui fait que tant que ce problème fondamentalement de la dynamique de la crise mondiale n'est pas résolu, c'est très difficile que nous puissions avoir la paix parce que nous ne faisons que récolter les retombées et les retombées de cette crise. Économiquement, on s'est fait la guerre sur notre espace. Vous avez dû vous rendre compte que l'Ukraine était mêlée à cette histoire de Tinzaouaten. Voilà, c'est un aspect juste de la main visible de l'OTAN. Ça veut dire forcément que nous sommes en conflit ouvert avec l'OTAN. Donc l'OTAN nous agresse pourquoi? C'est pour les ressources. Donc forcément, il faut qu'on trouve une solution à l'équation de distribution et d'équilibre de l'économie mondiale. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'OMC, on ne nous considère pas. Au niveau des différents accords financiers, nous ne
nous ne comptons pas du tout. Donc, à chaque moment, vous vous rendez compte qu'on nous a obligés de signer des accords où nous avons la portion congrue du partage. Donc, aujourd'hui, je pense que le monde est en train de se rééquilibrer. Ça ne va pas sans crash. C'est ce qui justifie aujourd'hui cette crise que nous connaissons dans le Sahel. Vous avez parlé du vivre ensemble des populations de l'espace de l'AES bien avant la création de la Confédération. Mais en dehors des discours politiques, quel a été l'impact réel de cette alliance sur les citoyens de ces 3 pays? Mais ce serait trop tôt de parler de l'impact parce que nous sommes dans une phase de vouloir matérialiser. Vous ne pouvez pas parler d'impact alors que l'économie n'a pas redémarré. Parce que c'est ça l'essence fondamentale des populations. Qu'est-ce que les populations veulent? La libre circulation des personnes et des biens. Aujourd'hui, on n'en a même pas. Les biens, on ne les a pas. Parce que l'économie, elle est pratiquement moribonde. Parce qu'avant qu'on arrive aux crises, fondamentalement, on a asséché nos ressources, ce qui a déjà exacerbé nos crises. Alors, aujourd'hui, je pense que fondamentalement, les mécanismes qui sont en train d'être mis en place, c'est ce qui va permettre d'avoir la stabilité, non seulement pour nous et pour nos autres partenaires. Aujourd'hui, si on a une banque d'investissement, ça veut dire que ma sœur qui est au Burkina qui veut venir au Mali, c'est plus facile. La sœur de Banyangara qui veut faire de l'oignon, c'est plus facile, ainsi de suite. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de ressources, c'est vrai que c'est très compliqué. Donc, je pense que fondamentalement, on ne peut pas parler de retombées directes, à part les retombées indirectes, qui sont les aspects sécuritaires, qui sont les plus sensibles. Aujourd'hui, sur le plan politique, c'est vrai qu'il n'y a pas d'avancée en tant que telle. On vient juste de commencer. On est à 1 an et ça a été matérialisé, l'AES, juste le 6. Bon, donc c'est très difficile aujourd'hui de dire à cette étape qu'on va tirer un blanc pour dire qu'est-ce que cela apporte réellement. Mais en termes de perspective, je pense que c'est la plus bonne chose qui puisse nous arriver, c'est de s'inscrire dans une dynamique d'une nouvelle coopération, parce que pourquoi on parle de l'intérêt des communautés? Parce qu'on a compris que la CEDEAO qui était censée jouer ce rôle a été un instrument de certains de nos partenaires qui nous ont tourné le dos. Aujourd'hui, créer une nouvelle dynamique dont nous allons nous approprier les tenants et les aboutissants de notre économie et de notre espace, c'est ça le rêve. Donc je pense que de façon, dans une projection, on est plutôt dans la dynamique optimiste de pouvoir réaliser l'Alliance des États-Unis du Sahel, qui va être éventuellement la source de la création de la Fédération des États-Unis d'Afrique. D'accord. Nous avons le spécialiste des questions sécuritaires sur ce plateau. Et depuis l'annonce de la création de l'Alliance des États du Sahel, des actions militaires ont été engagées. Qu'en est-il aujourd'hui des résultats sur le plan sécuritaire en un an? Bon, on peut parler d'un résultat assez satisfaisant parce que, compte tenu de la création même de l'AES, en septembre, c'était un pacte de mutuelle de défense. Ça a évolué. Nous avons vu à un moment donné, le président burkinabé était dans des difficultés. L'AES a intervenu à travers le Mali et le président Assimi l'a même rendu visite. Le cas spécifique du Niger, l'AES a intervenu. Le cas de Tinzaouaten, l'AES a intervenu. Et en mars, ils ont concrétisé ce qu'on appelle la force conjointe. Cela veut dire qu'ils sont tous dans la dynamique de mener des patrouilles conjointes. Mais la seule difficulté est qu'il n'y a pas d'affrontement direct. C'est-à-dire que c'est une guerre asymétrique. C'est-à-dire que l'ennemi te voit, mais tu ne le vois pas. Donc c'est très difficile, mais les résultats sont là. En cas d'attaque, l'AES se met directement en réaction. Et pour vous réconforter, il y a actuellement une délégation du Mali, selon les propositions d'Assimi, à travers l'état-major général des armées, un plan de riposte qui a été proposé par le président. Ils sont à Ouaga, certainement. Aussi un plan de communication. Communication, ils vont aller certainement au Niger. Bon, sur ce plan, on peut accepter les retombées. L'AES a vraiment travaillé sur le plan sécuritaire. Sur le plan politique, il y a des avancées. Il y a la souveraineté militaire, la souveraineté politique, mais la souveraineté économique est de l'autre côté. C'est-à-dire que les difficultés économiques sont là, les jeunes chôment, les difficultés sont là. Et à ce niveau, le peuple AES attend beaucoup de ce... À ce niveau, le président de la transition, qui est le président de la Confédération, parle de la création d'une banque d'investissement bientôt. Bon, bientôt, mais en attendant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire que les problèmes, il faut des mesures exceptionnelles, c'est bien. Et tout ce que vous voyez en ce moment, tout ce mécanisme de communication, de réunion de l'AES ou bien du président de l'AES, cela veut dire qu'ils sont dans une dynamique de consolider ou d'accepter ou d'aller vers une rupture définitive avec la CEDEAO. Donc c'est un plan d'action qui a été déjà validé, que je peux dire au niveau de l'acte de signature de la Confédération en juillet, parce qu'il faut tout faire avant le 2025, en janvier 2025.
Donc c'est pour cela que vous avez vu qu'il y a la réunion qui est en cours pour matérialiser comment remplacer le mécanisme de libre circulation des personnes et de biens donné par la CEDEAO et les banques d'investissement, les mécanismes et de financement. C'est juste pour donner des solutions et des mesures au peuple AES. Maintenant, est-ce que le peuple se reconnaît dans l'AES? Pour dire que tout le monde a entendu le mot AES, mais le contenu pose problème. Parce qu'il n'y a pas ils ont parlé de mécanismes des comités nationaux ou des comités locaux d'appréciation de l'AES qui vont véhiculer, faire des sensibilisations de campagne, informer le peuple citoyen. Nous, à Bamako, on connaît l'AES. Est-ce que dans nos villages, est-ce que dans nos fins fonds du Mali comme du Burkina, les gens entendent parler de l'AES, mais le contenu, il y a le manque de communication amène qu'il n'y a pas une grande appropriation. Sinon, de ce fait, les gens sont avec l'AES. Mais pourtant, pour Boubacar Bokoum... oui, ça, c'est de façon culturelle. Un Malien, je donne un exemple. Moi, je suis du Nord. Je me sens à l'aise à Niamey. Je me sens à l'aise à Gao. Il n'y a pas de difficulté. Mais nous sommes dans une situation structurelle, institutionnelle. Donc, les populations ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. En ce moment, l'autre jour, il y a eu des grands débats auxquels moi j'ai participé concernant le passeport burkinabé et du passeport malien. Mais le président Assimi, avec son intervention, a mis fin au débat pour dire qu'il y aura un passeport AES. Donc cela veut dire que souvent, il y a ces communications qui manquent même au sein de l'AES. Nous avons vu des mécanismes où le Niger et le Nigeria octroient des pactes de mutuelle de défense avec le Nigeria qui ne mentionnent pas l'AES. Nous avons vu le Mali était en Chine, où le Mali a signé des accords avec la Chine. Donc souvent, il y a ces communications que nous voyons souvent qui nous posent des questions. Est-ce que l'AES est toujours dans la dynamique où on parle d'une seule voix, un pour tous, tous pour un? Mais en réalité, avec la sortie du président Assimi, ça rassure qu'il y a toute une consultation entre les membres de l'AES. Notamment, il a parlé d'un passeport, pas malien, mais d'un passeport AES. Donc cela veut dire quoi? D'ici 2025, tous ceux qui auront les passeports ou qui ont déjà les passeports CEDEAO auront leur passeport AES, mais valable au sein de l'espace AES. Maintenant, à ce niveau, est-ce que celui qui a le visa pour le doyen, un visa des États-Unis, un visa de France, comment il va faire? Donc cela veut dire qu'il y aura aussi des accords qui vont être maintenus, pas avec le Mali, mais avec l'AES. Donc l'établissement des accords ou bien de coopération bilatéraux ou multilatéraux qui vont aider l'AES sur ce point. Sinon, militairement, politiquement, l'AES, il n'y a pas de problème. L'AES est souverain. Politiquement, militairement, l'économie pose problème à ce jour. D'accord. Fatoumata, sur le plan de gouvernance, on a l'impression qu'à ce niveau, les lignes bougent moins. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, c'est votre affirmation, mais en réalité, en termes de gouvernance, ce qu'on peut retenir déjà de la création de l'AES, c'est que c'est un symbole. C'est un symbole très fort qui a été lancé par ces trois États pour marquer une rupture. Une rupture avec un système néocolonialiste, un système impérialiste et un système qui ne garantit pas une souveraineté entière et totale pour ces trois États-là. Donc je pense que ce symbole fort mérite quand même d'être salué. Je pense que c'est ce qui se passe actuellement avec les populations, malgré la crise économique répétitive, malgré toutes les difficultés que les populations vivent. C'est déjà cette rupture-là qui les réconforte, c'est cette rupture-là qui leur donne du courage, qui les galvanise, qui fait en sorte que cette population reste résiliente vis-à-vis des crises successives. Maintenant, en termes de gouvernance, on peut juste retenir que tous ces problèmes-là que nous rencontrons déjà par rapport à l'architecture, déjà mise en place, telle que la confédération de l'AES, c'est-à-dire on a quitté, disons, pas quitté, mais c'est-à-dire on a commencé par un traité, ensuite on est allé vers une confédération. Comment assurer cet ancrage-là? Comment est-ce que les rôles, les responsabilités, les mécanismes seront mis en place ou distribués entre les différentes entités? Quel est l'équilibre que nous devrions trouver entre ce que les États devraient faire, ce que les populations devraient faire? Effectivement, à ce niveau, on estime que la gouvernance a un peu failli. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, même sur le mot confédération de l'AES, il y a un problème parce qu'on parle d'alliance des États du Sahel, AES, et même dans le document qui a été qui a quand même
matérialise la création de la confédération, on dit confédération des États, des États du Sahel. Et souvent, c'est confédération de l'Alliance des États du Sahel, mais on n'arrive jamais à s'approprier du mot CES, qui est Confédération des États du Sahel. Voyez-vous? Donc, toutes ces questions sémantiques-là, mêlées à une communication un peu floue sur l'orientation exacte que nous devrions donner à cette alliance-là. Parce que pour moi, cette question d'AES, c'est-à-dire de création de la Confédération des États du Sahel, doit aller au-delà des discours. À chaque fois qu'on fait un discours, ça doit se répercuter automatiquement sur tous les mécanismes existants. Dans les 3 pays du Sahel, on ne sent pas cette dynamique-là, malheureusement. À part la défense collective qu'on voit, tout le reste, c'est comme si les États restent comme tels. Moi, c'est un constat que je fais. Et en même temps, cette population qui n'arrive pas à s'approprier de cela aussi relève justement de ce flou qui est autour de la création de cette confédération. C'est vrai, je suis d'accord avec Dr Bokoum que nous sommes à nos débuts. Souvent, c'est difficile de parler de retombées positives. Mais je pense quand même que, vu l'ampleur ou en tout cas l'importance de la dynamique enclenchée, il est possible de faire en sorte que cette population puisse s'approprier de cette confédération. Il y va vraiment de notre survie, il y va de la bonne marche même de l'AES. Concernant la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace de l'Alliance des États du Sahel, est-elle aujourd'hui une réalité? Je ne pense pas. Ça, je le dis parce que tout simplement, heureusement, cette annonce vient d'être faite par rapport au passeport biométrique de l'AES. C'est important, mais vous savez déjà, on a un problème avec notre carte NINA ici, qui sont sortis encore avec les mêmes erreurs que la carte NINA, c'est-à-dire la carte biométrique qui a été promise. Et si les passeports devraient sortir avec ce même problème, et parlons encore d'AES, il y a du chemin à faire. Je pense qu'il y a un gros travail. L'annonce est bien, l'annonce est salutaire, mais il y a un gros travail à faire pour que cela soit une réalité. La libre circulation des personnes et des biens, je pense que si on arrivait à faire en sorte qu'il y ait réellement cette libre circulation des personnes et des biens, c'est ça qui va constituer, on va dire, c'est-à-dire, c'est ça qui va constituer la preuve pour les populations que nous sommes dans l'AES. Je pense que ce sont ces messages forts qui devraient être donnés. Par exemple, par rapport aux frontières. Normalement, avec la création de l'AES, dans le cadre de la libre circulation des personnes et des biens, il ne devrait pas avoir tous ces raquettages sur le long de la route. Alors, vous quittez ici, vous partez je sais pas, au Burkina, ou bien vous partez au Niger, c'est les mêmes tractations. Les populations souffrent toujours. Alors que nous savons qu'il y a eu la rencontre entre la douane, les différents responsables des 3 États. Il y a eu beaucoup de rencontres par rapport à cela, mais concrètement, les tractations continuent, les populations continuent à souffrir et la population ne sent pas que nous sommes dans dans un nouveau espace qui garantit notre circulation en toute liberté. Voilà, je pense qu'il y a un gros travail à faire à ce niveau. D'accord. Beaucoup pour Fatoumata, les raquettes au niveau des postes frontaliers continuent toujours. Est-ce à dire que l'Alliance n'a pas eu un impact sur ces raquettes-là? Non, ça n'a rien à voir concrètement parce que le raquette, même à l'intérieur de Bamako, moi je me fais raqueter tous les jours. Et pourtant, je suis chez moi au Mali avec un État, voilà, tout ce que vous voulez. Donc je pense que la question, elle est systématiquement un problème de gouvernance globale. Ce qui fait qu'à tous les niveaux, nous avons la très mauvaise gouvernance culturelle, sociale, d'entreprise, politique, administrative. À tous les niveaux dans nos pays africains,
tout reste à faire. C'est ça la triste réalité. Maintenant, par rapport à l'aspect de la confédération, parce qu'on n'est pas encore dans un modèle fédératif. Donc, ce qui fait qu'effectivement, la souveraineté des États reste encore entière, ce qui leur permet effectivement de signer des accords bilatéraux et d'être dans un certain nombre de dynamiques. Le rôle régalien de la confédération se limite à quelques axes fondamentaux. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, Madame a parfaitement raison, et là, nous n'avons pas assez de lisibilité par rapport à qui fait quoi, qui ne fait pas quoi, et quelles sont vos limites en termes de souveraineté. Quelles sont les lignes rouges que tu ne peux pas franchir en tant qu'État souverain. Ces difficultés, elles sont réelles. Mais je pense qu'aujourd'hui, le fait que les ministres des Affaires étrangères sont là aujourd'hui, c'est toutes ces questions qui sont en train d'être travaillées. Parce que ce n'est pas un mécanisme qui était disponible qu'il fallait tout de suite dérouler. C'est par la force des choses qu'on s'est retrouvé dans cette configuration. Donc pendant qu'on y est, on y travaille et on essaye de trouver des solutions. Alors, par rapport à l'appropriation, je vous informe que nous sommes en train de préparer une caravane d'information, de sensibilisation au niveau d'un organisme de la société civile pour que, effectivement, on puisse avoir les retombées et les recommandations des populations qui sera tout à fait bénéfique pour le président en exercice aujourd'hui pour qu'il comprenne les préoccupations que Madame vient de dire, le fait que la libre circulation n'est pas encore effective et que d'autres problèmes économiques et ainsi de suite, ça va permettre effectivement de récolter un certain nombre d'informations qui seront mises à la disposition des chefs d'État pour que ces questions soient traitées. Donc, on ne peut pas tout de suite, au moment où on crée la chose, avoir les retombées immédiatement. Parce que ça, c'est quelque chose qui nous a été imposé par la force de l'insécurité et tout ça. Cette programmation d'être dans une confédération n'était pas prévue, n'était pas bien traitée. Donc, on est en plein pied dedans. Donc, pendant qu'on y est, qu'on a décidé de s'affirmer, de s'afficher, on travaille à corriger les imperfections et à donner les orientations stratégiques nécessaires. Fatoumata a parlé tout à l'heure du passeport biométrique annoncé. Cette annonce de la mise en circulation de ce passeport biométrique commun à l'AES va-t-elle être un ouf de soulagement pour ces populations? Bon, je pense que de mon point de vue, ce n'est pas ce qui est capital. Les documents, on peut chacun avoir son document local et être accepté par le pays voisin. La preuve en est que même en ayant le passeport de l'AES, on peut circuler sur l'espace de la CEDEAO, on peut circuler en Europe, on peut aller partout. Parce que c'est un document qui répond aux normes quand même standards de sécurité mondiale. Donc les traités internationaux nous permettent de nous mouvoir dans cet espace. Mais ce n'est pas là le plus important. Avoir un document de voyage est une chose. Avoir la possibilité de pouvoir exister librement et être protégé, parce que en fait c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que de façon structurelle, ça veut dire qu'aujourd'hui si vous appartenez à l'espace AES, vous avez la possibilité d'investir peut-être au Niger comme si vous étiez au Mali, et voilà, c'est ce genre de facilités qui sont fondamentales dans la dynamique populaire et dans la consommation. C'est ça le plus important. Le document, je pense que c'est juste un artifice, en réalité. Madame l'a signalé tantôt, vous pouvez avoir votre document, mais vous êtes victime toujours de tracasseries. Ça, on ne peut résoudre ce problème que lorsqu'on va être dans des États très forts, économiquement forts, et avec une gouvernance de rigueur. En ce moment, cela va permettre à chaque État de respecter, parce que déjà localement c'est difficile aujourd'hui pour nous de faire même respecter les règles chez nous-mêmes, a fortiori sur un ensemble déjà dont on ne contrôle pas tous les contours. Aujourd'hui on est obligé de garder les frontières parce que l'espace est tellement vaste. Quand tu prends le Niger, le Mali et le Burkina, c'est tellement vaste que les points et les checkpoints doivent exister pour un problème de sécurité. Malheureusement, on ne peut pas contrôler la moralité. Vous gardez toujours la parole. On sait que jusqu'à présent, l'Alliance des États du Sahel n'est pas sortie carrément de la CEDEAO. En cas de non-reconnaissance de ces passeports biométriques annoncés par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le passeport biométrique de l'AES, en cas de non-reconnaissance de ces passeports-là. Non-reconnaissance par qui? Par des pays tiers. Est-ce que, que feront les citoyens de ce pays? Mais c'est impossible que le passeport ne soit pas reconnu. On est dans un environnement du droit international. Chaque État a le droit de faire son document de voyage. Donc personne ne peut vous empêcher. Alors, si vous décidez d'être ensemble aussi, ce document ne peut pas ne pas être reconnu par une tierce personne, parce que c'est des accords qui nous lient. Maintenant, on peut avoir des difficultés d'accès à certains espaces, ce qui est tout à fait normal. Par exemple, ceux de l'espace de la CEDEAO que nous venons de quitter, ils peuvent mettre des conditionnalités
à notre arrivée sur leur espace. Des dispositions ont-elles été prises pour la reconnaissance de ces passeports biométriques? Oui, en réalité, les dispositions sont en cours. C'est l'importance même de la réunion qui est actuellement en cours à Bamako. Mais avant d'aller au passeport, nous avons besoin des cartes d'identité nationales. Parce que les passeports, c'est pour une petite partie, ou bien c'est pour une élite bien choisie qui ont le passeport. Maintenant, les citoyens lambda, comment vont-ils voyager? Quelles seront les reconnaissances au sein de l'AES? C'est vrai que nous avons besoin des cartes d'identité AES. Même nationales, on n'arrive pas à avoir. Nos cartes NINA aussi, nous avons des problèmes. Donc cela veut dire quoi? Le passeport, moi à mon niveau, ce n'est pas une urgence. Parce que c'est juste entre eux, diplomates, entre eux, responsables, et nous les autres. Si nous prenons le cas du Mali, nous sommes 22 millions. À peu près 500 personnes ont les cartes, ou bien ont les passeports, ou ont les moyens de s'octroyer les passeports. Donc l'AES doit plutôt, dans les recommandations à M. Bokou, devrait plutôt penser à comment est-ce que La technique me signale que malheureusement on n'a plus de temps. D'accord, merci. Merci. Ainsi se referme ce grand dialogue qui réfléchissait sur le bilan de l'Alliance des États du Sahel un an après. Et nous étions avec Fatoumata Traoré, experte en gouvernance politique, Boubacar Bokoum, analyste politique, Dr Ahmadou Touré, chercheur en sciences politiques, paix et sécurité au Mali, à la régie vidéo et son, Fili Dambele et Nouhoun Adjire. À la présentation, c'était Imran Akiloumaïga. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.